Vous allez sur la page du cours. Là, vous avez que le cours est open source et vous avez un répertoire, là, Bitbucket. Vous cliquez dessus. Et dans ce répertoire-là, il y a un répertoire code source. Là, en fait, j'essaie de mettre les codes que je fais en direct avec vous. Donc, vous voyez les codes de la semaine passée, par exemple, il y en a qui sont là. Je peux les mettre là. Sur les expressions, il y en a qui sont peut-être de l'année passée, etc. Mais donc, c'est là que je vais mettre les codes que je vais faire en direct avec vous. Vous allez les retrouver là. Et c'est aussi un espèce de projet IntelliJ que vous pouvez ouvrir. Vous voyez, il y a un pom.xml normalement. Donc, c'est là que je mets les codes sources. OK? Et vous voyez, j'en ai encore pushé il y a 3 jours, j'ai push les codes à cet endroit-là. OK? Donc, aucun secret à ce niveau-là. Le but n'est pas de vous cacher les codes sources que je suis en train d'écrire devant vous. Il n'y a pas de problème. Difficulté d'identifier parmi les nombreux supports, diapositives, notes de cours, restructuration, etc., ce qui est essentiel. Et est-il possible de faire un retour sur la meilleure façon de retenir le cours? Alors, je ne demande pas dans ce cours, ni moi ni mes collègues qui vous suivent, parce que cette semaine-ci, c'est la dernière semaine qu'on se voit. La fois prochaine, ce sera Sébastien Jodogne, et puis après, vous aurez Ramine Sadré. Donc, on ne demande pas que vous reteniez des choses par cœur. Bien sûr, il faut connaître le langage Java, sa syntaxe, et en grande partie, vous êtes aidé par IntelliJ, mais à l'examen, on ne va pas vous demander quelque chose de par cœur qui se trouve dans les slides. Ce que vous avez à disposition à l'examen, ne l'oubliez pas, c'est toute la documentation de Java. Donc, toute la documentation de Java, vous l'avez ici. Donc, si vous voulez savoir une méthode dans la classe string, ben, vous l'avez dans la documentation de Java. Et vous avez aussi IntelliJ pour vous aider. Donc, à mon sens, il n'y a pas de choses à connaître par cœur. Par contre, il y a des choses à comprendre. Okay? Et si vous êtes capable de faire tous les exercices qu'on vous propose au cours de l'année, vous êtes prêt pour l'examen. Après, on ne va pas vous demander des choses par cœur. Jamais. Alors, certains étudiants ont éprouvé des difficultés avec l'apprentissage de Java les premières semaines. Ben, ça ne m'étonne pas, évidemment, parce que le but, c'était vraiment d'apprendre en 2 semaines les compétences que vous aviez en Python, de les apprendre en Java. C'est vrai qu'il y avait une partie d'apprentissage que vous deviez apprendre par vous-même. Néanmoins, je pense que c'est extrêmement facile, que lorsqu'on a une difficulté en Java, de trouver de la documentation sur Internet par rapport à le langage Java proprement parlé, pas les concepts. Okay? Donc, vous devriez facilement, même ceux qui ont encore certaines difficultés, comment créer un tableau, etc., vous tapez dans Google comment créer un tableau, vous allez le trouver. Moi, j'en ai parlé évidemment dans les slides, et pendant les exercices, vous allez manipuler ça, mais ça ne devrait pas être difficile de trouver quelque chose sur Java. Certains étudiants sont perturbés par l'utilisation de la console Mac. Ouais, ça, j'utilise pas beaucoup, hein. Je suppose que c'est ce truc-là dont vous voulez parler. Ça vous que certains, ça fait peur. Vous voyez divers, mais j'utilise pas beaucoup. Okay, donc normalement, vous ne devez même pas utiliser ça à l'examen. Donc je pense que ça, c'est pas vraiment un problème. Les vidéos n'aident pas toujours à la réalisation des exercices. Et il est difficile d'y trouver un fil conducteur. C'est vrai qu'on touche, surtout les premières semaines, à beaucoup de sujets différents, tout simplement parce qu'il faut apprendre le langage Java ces premières semaines-là. Mais normalement, le contenu qu'on a introduit, en grande partie, va vous aider à faire les exercices. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur comment créer un fichier .jar, okay, de librairie. Ça, je ne vais pas vous demander de faire à l'examen. Et pourtant, j'ai fait une vidéo dessus. Pourquoi? Parce que je pense que c'est intéressant que vous sachiez que ça existe. Ça ne veut pas dire que je vais vous le demander à l'examen, mais je l'ai mis dans une vidéo parce que c'est important de savoir que ça existe. Lorsqu'on fait vraiment un programme dans un environnement professionnel, on a besoin de ce genre d'outils. Mettez-le dans un coin de votre tête, vous savez que ça existe, mais je ne vous demanderai effectivement pas ça à l'examen. Okay? C'est vraiment ce qu'on fait en exercice qui est la meilleure manière de se préparer à l'examen. C'est ce genre de choses. Alors, est-ce que les exercices sont bons ou pas bons? Là, on n'a pas vraiment une bonne note, apparemment. Donc, les exercices sont jugés comme trop vagues, trop difficiles à comprendre par certains étudiants, et on y reviendra après l'aspect chronophage. Lorsque vous avez des difficultés sur les exercices, une bonne manière de faire, c'est de poser la question sur le Moodle Overflow. Certains l'ont fait, et nos assistants essayent d'y répondre aussi.
Mais vous pouvez à tout moment aller sur le Moodle Overflow, c'est-à-dire ici, voilà. Et là, vous pouvez poser une question et on essaye d'y répondre. Et c'est pareil pour les cours de restructuration. Si vous avez une question relative à un exercice et que vous voulez qu'on en parle au cours de restructuration, vous pouvez le mettre là. Okay. Le cours est perçu comme chronophage par certains étudiants. Chronophage, ça veut dire que ça vous prend trop de temps. Donc c'est un cours à 5 crédits. À mon avis, le temps que vous devriez y passer, regardez les vidéos 1 heure, venir ici si vous voulez 1 heure, et puis vous faites encore 6 heures de pratique. 6 heures de programmation par semaine. Ça, c'est le temps plus ou moins que j'attends chaque semaine. Une semaine, vous faites moins, vous allez devoir rattraper. Mais à mon avis, il y a moyen déjà de s'en sortir pas mal en passant 6 heures par semaine. Vous avez l'impression que vous passez beaucoup plus de temps que ça sur ce cours-ci? Oui, non? C'est plus ou moins voilà, ce qu'on attend de vous comme travail. Alors, ça c'est important. Vous trouvez que les exercices sont difficiles à suivre et c'est pas toujours optimal d'obtenir le feedback avec un tuteur. Alors l'écho que j'ai, c'est qu'il n'y a pas tellement de personnes qui suivent les séances avec des tuteurs en ligne. Et alors, il y a une certaine perte de motivation qui s'introduit chez certains d'entre vous à cause du caractère distanciel des exercices. Ok. Et ça ne favorise pas la concentration. Alors, est-ce que c'est un sentiment partagé par beaucoup de monde, ça? Oui. Alors, la question, c'est est-ce qu'il est possible de quand même prévoir quelque chose en présentiel et en gardant aussi le distanciel? Donc, vous voulez un peu les deux, quoi. Donc oui, j'en ai discuté avant de venir avec nos assistants et on va mettre en place dans le local Barbe 06, c'est un local, un auditoire ici dans les salles Barbe, et là il y aura une présence d'un tuteur qui pourra répondre à vos questions. Vous venez avec votre laptop et vraiment vous aurez un tuteur pour s'occuper de vous à cet endroit-là en présentiel. Ça veut dire que vous devez venir avec votre laptop ou avec votre feuille et vous avez imprimé votre code ou quelque chose comme ça. J'en sais rien, mais il faut venir avec son laptop. Et ça, l'informatique, c'est pas vraiment optimal non plus parce que vous n'êtes pas dans votre environnement de travail habituel de votre laptop. Est-ce que ça vous convient? Oui. Donc, il y a des problèmes de conflit horaire. Donc, on a décidé de faire sur les 2 slots. Donc, de mémoire, c'est le mercredi à 8h30 et le mercredi à 14h. Ok? On va faire sur les 2 slots. Part 06. On va recommuniquer là-dessus. Serait-il possible de passer en revue les QCM lors des séances APE? Oui, c'est possible, si vous me le demandez. Donc, si vous nous le demandez, parce que moi, c'est la dernière fois que je suis là aujourd'hui. Donc, si jamais vous mettez sur Moodle Overflow cet exercice-là, on aimerait bien que vous en parliez au cours de restructuration, ce QCM-là, oui, on peut le faire. Et on ne va pas, par défaut, refaire tous les exercices Ingenious, vu que la plupart d'entre eux, normalement, ça va pour vous. Okay, donc, s'il y a un point particulier sur lequel vous aimeriez qu'on insiste à la séance de restructuration, vous le demandez et on en parle. QCM également. Okay, donc, je referai un petit tour après et puis vous me direz s'il y a un QCM qui pose problème et on en parlera. Ben voilà, je pense que j'ai couvert un petit peu le feedback que vous nous avez donné. Je remercie les délégués d'avoir compilé ce feedback et nous avoir permis de rendre compte, par exemple, que les séances à distance n'étaient pas l'idéal pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au point de la matière aujourd'hui? Je regarde à droite. Un QCM qui pose problème? Tout ce que vous voulez? Non? Pas de questions spécifiques? Vous vous souvenez qu'on a une petite interro en semaine 8 à l'heure de ce cours de 2 heures? Oui? Tout le monde se souvient? Ok. Et la matière, ben, ce sera sur la matière jusqu'à ce moment-là. Oui, question. Oui, ce sera que du code, la partie. Ce sera que du code, mais ce sera du code qui peut faire appel à un petit peu de théorie.
Par exemple, je vous dis implémenter l'algorithme de trouver le maximum dans un tableau en O2N. Vous voyez? Et donc, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire en O2N, vous risquez de faire le mauvais code. Ou, vous avez vu les invariants cette semaine, on va y revenir. Implémentez-moi un algorithme qui fait ça en satisfaisant cet invariant. Si vous ne comprenez pas ce que c'est un invariant, ce qui est un concept un petit peu plus théorique, vous risquez de vous planter. Oui? Oui. En fait, comme ça, on est sûr que vous êtes tous disponibles, vu que c'est l'heure du cours. C'est un peu comme ça qu'on le voyait. Vous préférez le vendredi à 18h? Non, hein. Donc, on met le cours entre parenthèses, on se met devant un écran et on fait à ce moment-là. Je pense que comme ça, c'est le meilleur moyen que tout le monde soit disponible. Parce que le vendredi, il y en a peut-être déjà qui préparent le réunion de scout du samedi ou j'en sais rien. Oui. Oui, question. Ce sera où? Chez vous. Chez vous ou en salle informatique. OK? Là où vous avez un IntelliJ et une connexion Internet. Donc vous vous mettez confortablement installé. Oui, quand je dis chez vous, ça ne veut pas dire en groupe. Okay. Travail, c'est un test individuel. N'oubliez pas que si jamais on détecte du plagiat et on fera tourner nos algorithmes, si on détecte du plagiat, on est obligé de le rapporter au président des jurys. Là, la machine du plagiat se met en route, c'est pas bon pour vous. Okay. Ça vaut vraiment pas la peine parce que ça ne fait pas baisser votre moyenne si vous échouez. Quelqu'un qui fait 0 au quiz n'est pas du tout pénalisé par rapport à sa note finale, pas encore. Parce qu'alors son examen sera sur 20 plutôt que sur 18. Donc il n'y a pas de stress. Oui? Mais en fait, je pourrais vous dire non, mais vous pouvez avoir accès au code que vous avez écrit précédemment parce que de toute façon, je ne sais pas le vérifier. Vous voyez? Donc oui, vous avez accès au code que vous avez écrit précédemment, je ne sais de toute façon pas le vérifier. Par contre, on ne peut pas faire des copier-coller d'Internet, évidemment, ou des copier-coller entre vous et vous envoyer du code, strictement interdit. Ne tombez pas dans le piège habituel, comme je vous l'avais expliqué au début de l'année, d'utiliser Discord et s'envoyer du code juste comme ça à titre consultatif, et puis un copain leur copie, et là le plagiat le détecte, évidemment. C'est pas ça. Surtout pas. Oui? Pour faire un algorithme? Si, je vais vous demander de faire un algorithme à 36 000 réponses. Même beaucoup plus. C'est un petit peu comme si je vous demandais d'écrire une phrase avec 2 mots dedans. Il y a plein de gens qui vont m'écrire, la plupart des phrases seront différentes. Vous voyez, ou un texte, ou un petit texte sur le thème, écrivez-moi un petit texte sur le thème de informatique 2 de lignes. Ben, vous n'allez pas écrire les mêmes phrases. OK? Donc on va vous demander des questions où il y a suffisamment de degrés de liberté que pour que si jamais on constate une très forte similitude dans des codes, on sait qu'on peut déduire que c'est du plagiat. Et ne vous tracassez pas quand on a un doute, c'est toujours en votre faveur, évidemment. Oui. Oui. Normalement, non. Normalement, non. Mais les questions qu'on fait, normalement, ne sont pas, on les trouve pas comme ça sur Internet, quoi. On les invente vraiment. Ok? Chercher sur Internet, ça veut dire quoi? Ça veut dire taper dans un forum et puis un copain répond. Vous voyez, normalement, non. On n'utilise pas Internet en dehors. Pas d'autres questions? Ok, si pas de questions, je propose un petit feedback par rapport aux exercices que vous aviez à faire cette semaine. Oui, ah, encore une question. Vous pouvez répéter? Oui, les étudiants en statut PEP sont un peu plus de temps. Ouais. Donc c'est un tiers de temps en plus, donc un tiers de 2 heures. Pas d'autres questions? Non. Donc avant l'interro, assurez-vous que vous avez un IntelliJ qui fonctionne, qui est bien installé, que vous savez exécuter un projet, que ce sera toujours le même principe, vous allez recevoir un projet, il faut ouvrir le pom.xml,
Et puis toutes les instructions se trouveront dans le code source. Et puis il faudra faire un copier-coller et le mettre sur Nginx. Toujours le même principe que pendant les exercices. Alors j'ai préparé quelques slides pour quelques problèmes qui étaient probablement plus compliqués à résoudre. Qui se souvient du problème de trouver la vallée la plus profonde? Voilà, ça il était difficile celui-là, non? Difficile. Donc je répète le problème, c'est vous aviez un tableau avec des 1 et des moins 1. À chaque fois que vous avez un 1, ça veut dire que vous êtes en train de monter à 45 degrés la pente. Et puis quand vous avez un moins 1, vous êtes en train de descendre à 45 degrés la pente. Et le but est de trouver la montagne la plus haute et la vallée la plus profonde. Et puis de retourner la hauteur de ces vallées. Okay. Pas évident à résoudre. Première observation. Est-ce que ces deux problèmes sont différents? De trouver la vallée et la montagne? Non, c'est les mêmes problèmes. Comment est-ce qu'on fait pour transformer un problème dans l'autre? Oups. Non? Hop, je vous montre. Voilà. La plus haute montagne et la plus haute vallée, si jamais vous aviez fait le miroir horizontal. Vous voyez? Regardez. Vous l'inversez et vous utilisez deux fois votre méthode de vallée ou de montagne et ça marche. Donc dans votre code, ouais, c'est surprenant, hein? Ouh. Regardez. Faites le tableau, vous faites la négation, donc les 1 deviennent des moins 1, les moins 1 deviennent des 1. Et puis vous cherchez deux fois la vallée sur le tableau et sur la négation, et voilà, c'est fini. Donc ça, c'est super. Le bon réflexe de l'informaticien, c'est d'être fainéant, mais pas paresseux. Okay. Donc maintenant, il faut encore résoudre le find valley, évidemment. Donc on a été un petit peu fainéant, mais pas paresseux. Il nous reste le find valley. Et là, astuce. Et là, il faut faire un petit peu de logique. Je vais calculer consécutivement le nombre de fois où j'ai eu un moins 1, où je suis descendu. Et je vais augmenter un compteur. Okay. Et si jamais ça monte, je remets mon compteur à 0. Donc, je fais ça de gauche à droite. Vous voyez, donc ça fait 0, 0, 0. Et puis hop, un moins 1. Donc 1, 2, 3, ça continue à descendre. Jusqu'à 5. Donc je suis descendu de 5. Et puis ça remonte. Donc là, je remets mon compteur à 0. Et puis tout à la fin, ça redescend deux fois. Donc j'ai 1, 2. Cette fois-ci, je vais calculer les fois où ça monte, mais je vais le faire de droite à gauche. Je prends mon tableau et je le considère de droite à gauche. Donc c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens, et c'est en considérant les moins 1, les 1 plutôt que les moins 1. Et est-ce que vous pouvez trouver la hauteur, ou plutôt la profondeur de la vallée à n'importe quel endroit sur base de ces deux tableaux? La réponse est oui, on peut. Je vais prendre ma souris. Regardez ici. En fait, si vous prenez le minimum entre 5 et 6, voilà, ces deux endroits-là, ça veut dire que vous savez que là, vous avez eu 5 consécutifs. Avant, vous avez 5 moins 1 consécutifs. Et là, vous avez 6, 1 consécutifs qui suivent celui-là. Donc si vous prenez le minimum entre les deux, en fait, c'est comme si vous aviez pris ceci. Donc vous savez que là, vous avez une hauteur de 5. Donc il suffit que je reparcours tout mon tableau en appliquant cette formule-là, et je maintiens la vallée la plus profonde, et c'est gagné. C'est ça que je retourne. Élégant, n'est-ce pas? Complexité? Oui. O de n. Plus précis encore, qui dit mieux? Plus précis que O de n. Θ de n. Voilà, θ de n. Je ne peux pas faire mieux. Okay. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Ouais, c'est compliqué. Peut-être qu'il y a moyen, mais... Et voilà le code. Ouais, vous voyez le code? Donc, je vais vraiment faire ici mon down et mon up. Et donc, je vais augmenter comme ça mes compteurs, tout simplement. Et puis après ça, je vais faire mon maximum tout en bas du slide. Je vais faire plutôt, je vais prendre le minimum entre le down de i et le up de i.
Ok. Et si c'est meilleur que ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, je mets à jour. Voilà, ça c'était pour l'exercice des vallées. Pas très difficile, il y a un algorithme très efficace pour le faire. Là, on est quand même sur un exercice niveau 2, quoi. On n'est pas sur un exercice niveau 1. C'est quand même difficile. L'autre truc que je voulais discuter avec vous, c'est ça. Moi, la première fois que j'ai vu comment résoudre les tours de Hanoï avec un programme, ça m'a explosé la tête pendant 1 heure. C'est pas vous? Si? Non, vous avez trouvé ça facile? Non, hein? Première fois que vous voyez ça, vous dites, mais comment ça marche? Les algorithmes récursifs, la première fois, c'est hyper compliqué. En fait, un algorithme récursif, il ne faut surtout pas essayer de comprendre ce qui se passe à chaque appel récursif. Il faut comprendre la signature de l'appel récursif pour raisonner à un haut niveau. Bon, tour de Hanoï avec deux petits disques. C'est simple. Comment est-ce qu'on va faire? On doit aller les mettre en C. Je vais mettre celui-là là. Je vais mettre celui-là là. Je vais mettre le rouge qui est un peu plus petit au-dessus. Voilà, raisonner. Le but du jeu, c'est à chaque fois d'aller les déplacer en C. Avec 3, je vais faire ça, je le remets au-dessus, je mets celui-là. Ok, celui-là maintenant il est bon. Okay, je sais que le C est bon. Maintenant qu'il est bon, j'ai un peu le même problème qu'avant avec 2. Donc je mets celui-là à gauche, puis je peux mettre ça et puis ça. Okay, mais si je veux raisonner récursivement, ça c'est beaucoup trop compliqué à implémenter. Si je veux raisonner récursivement, le mouvement haut niveau que j'ai fait en pensant récursif, c'est ça. C'est de dire je vais prendre tous les disques de la tour A, sauf le dernier, et je vais m'arranger pour les déplacer sur la tour B, comme ça, comme si je les prenais et puis je les déplace comme ça. Question, c'est ça. Okay, bien sûr, je ne peux pas faire ça. Okay, donc là, je fais comme si c'est un appel récursif qui pouvait le faire, qui résout un sous-problème de Hanon. Je prends toute une pile et je la déplace comme ça sur B. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est je prends A, je le mets en C, et puis je reprends toute ma tour et je la bouge récursivement sur C. Clac. Donc, on répète. Celui-là, je prends tous sauf le dernier et je les mets en B. Mais pour faire ça, je dois résoudre un sous-problème des tours de Hanoï avec n-1 disque. Vous voyez, pour les prendre tous, les bouger et les mettre en B, c'est un mouvement qui n'est pas autorisé en soi. C'est comme si j'avais à résoudre le même problème avec un disque en moins. Je le déplace là. Et puis je prends A, je le mets en C, et puis je reprends récursivement un sous-problème avec la tour B que je vais bouger au sommet de C. Traduction en code. Voilà. Analysons ça. La méthode a 4 arguments. N, c'est le nombre d'objets, c'est le nombre d'objets que j'ai au sommet de la tour A, de la stack de la pile A. B, c'est la pile B, c'est celle du milieu, et C, c'est l'autre tour vers laquelle je dois me déplacer. Okay, donc je vais prendre les n-1 objets au sommet de la tour A, et je vais vouloir les déplacer sur B. Sorry. Je prends les n-1, voilà, et je vais les déplacer sur la tour C. Ok, et je vais utiliser comme disque intermédiaire possible le disque B. Donc maintenant, il se trouve, c'est n-1, il se trouve au sommet de C. Ensuite, je vais prendre celui qui reste en A, il n'en reste plus qu'un, et je vais le mettre au-dessus de B. Et puis récursivement, mais là vous voyez que j'ai inversé mes paramètres, je vais bouger ceux que j'ai mis en C précédemment à la première étape, et maintenant je les rebouge et je peux les mettre vers B. J'ai le droit de faire ça maintenant. Okay, donc ça correspond bien, mes 2 lignes Tower of Hanoï avec les n-1, ça correspond bien à mes 2 sous-problèmes ici. Donc, ce sous-problème-là, là. Et puis la ligne du milieu, c'est faire ça. Et puis la ligne du bas récursive, c'est faire ça. Voilà.
Donc à chaque moment, je respecte bien les règles du jeu parce que je suis certain que je déplace un disque de surface moindre sur un disque de surface plus important. Donc ça, c'est pour les tours de Hague. Alors, j'ai préparé avec vous, vu qu'on approche du quiz. Ouais, question? Oui, ici c'est B. Ouais, ici, ouais, c'est ça. Ouais. Ici c'est B, la target c'est B. Donc c'est pas exactement le même exemple que ce que j'ai montré précédemment, parce qu'ici, la target, on termine en B, alors que sur le truc visuel, ici, j'ai mis C. Tout à fait. Bien vu. Je vous ai préparé un exercice euh, tout à fait sympa, que j'aime beaucoup, qui est un exercice que j'ai posé pour le quiz il y a, ouais, il y a un an. Ouais, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'est celui-là. Je vais mettre là. Et pour ça, j'ai pris un jeu de cartes. Un exercice de jeu de cartes. Donc j'ai un jeu de cartes, avec quelques cartes. Et le but du jeu, c'est de trier les cartes. De la plus petite vers la plus grande. Donc, est-ce qu'on voit ma caméra? Vous voyez les cartes. Non. Bon, je vais arrêter mes bêtises. Donc j'ai un jeu de cartes, et sur mon jeu de cartes, donc de la plus petite vers la plus grande, je peux faire que 2 opérations pour trier. Je peux consulter ce qui est au-dessus de mon jeu de cartes. Et éventuellement, je peux inverser les deux du sommet. Alors, je peux juste faire ça. Regardez, je peux les lire, je peux regarder, les inverser. Et je peux prendre celle qui est tout au-dessus et la mettre derrière. Et à la fin, ça doit être trié. Je peux faire ça autant de fois que je veux. Donc les lire, les inverser, ou pas, mettre derrière. Et à la fin, ça doit être trié. Je vais faire un algorithme pour faire ça. Donc, les méthodes dont je dispose sont... Je vais regarder mon code, où est-ce qu'il est? Dans le quiz. Les méthodes dont je dispose sont celles-là. Donc je reçois en entrée, voilà, c'est ça. Je reçois en entrée une liste, celle-là. Alors c'est une liste un peu spéciale chaînée que j'ai faite, mais l'algorithme reçoit en entrée une liste. Et ce qu'il doit faire, ce qu'il peut utiliser comme méthode sur la liste, c'est ça. Je peux faire getFirst, ce qui me retourne la valeur du premier élément au sommet de mon jeu de cartes. Je peux lire le second élément, la deuxième carte, et je peux inverser les 2 éléments, donc faire ça. Et la dernière opération que je peux faire, c'est pop. Pop va prendre celle du sommet et va la mettre derrière. Puis quand tout est trié, je dois m'arrêter et je dis voilà la liste. Dans l'état où elle est, normalement c'est trié. Ingenious va vous dire si c'est bon ou pas. Réfléchissez un petit peu à l'algorithme. Vous pouvez parler avec votre voisin et tout. Comme ça, vous faites connaissance. Parlez un petit peu avec votre voisin et réfléchissez à l'algorithme. Imaginez votre jeu de cartes. Oui? S'il vous plaît? Ah, le code, il est sur Ingenious. Tout en bas. Normalement, je l'ai rendu disponible. Mais pas besoin de le coder maintenant. Juste réfléchir un petit peu à l'idée. Après, vous le coderez chez vous.
sur la piste. Est-ce que vous pourriez trouver un algorithme pour trouver la plus grande carte et la mettre tout au-dessus? Commençons par ça. Donc je veux trouver la plus grande du tas et je veux la mettre tout au-dessus. Ah. Regardez, j'ai valet 8. Qu'est-ce que je fais? J'inverse. Hop, et je fais quoi avec le 8? Je le mets derrière, ok, là j'ai le valet qui est le plus grand. Valet 8. J'inverse. C'est celui-là derrière. Valet 9. J'inverse. C'est celui-là derrière. Valet 10. J'inverse. C'est celui-là derrière. Valet As. J'inverse pas. Je mets le valet derrière. As, As. Bon, pareil, je mets l'As derrière. Valet 8, oui, mais quand est-ce que je m'arrête là? Ouais, je sais combien de cartes j'avais au début. Donc ce truc-là, je dois le faire combien de fois? N fois, voilà. Si je le fais N fois, je sais qu'à la fin, j'ai l'As qui est devant. Première étape, première étape. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bon là, j'ai pas tout trié, j'ai trié une carte en fait là. J'ai trouvé le plus grand. Le problème, c'est que je dois trier tout. Donc, on va penser récursivement. Imaginons que j'ai déjà les deux As qui sont derrière. Okay, j'ai déjà les deux plus grandes cartes qui sont tout à l'arrière. Donc, ma petite astuce de trouver la plus grande, je ne dois pas les faire sur les N cartes, maintenant je dois les faire sur les N moins 2 cartes. Et donc je vais m'arranger pour trouver la plus grande. Hop, hop, je vais faire... Et à la fin, je vais avoir cette situation-là. Donc, valet, as, as. Qu'est-ce que je fais? Je mets les trois derrière maintenant. 1, 2, 3. Et tout d'un coup, j'ai trois cartes qui sont triées à l'arrière. Donc, j'ai progressé de 1. Donc, je refais mon algorithme maintenant sur les 4 qui sont au sommet. Je cherche la plus grande. J'accélère, je trouve 10. Dans cette situation-là. Et voilà. Et après, de nouveau, maintenant, je mets les 4. 1, sans me poser de questions. 2, 3, 4, parce que je sais que j'ai le sous-tas de 4 cartes qui est trié. Et j'avance comme ça. Donc en fait, c'est un algorithme qui est relativement simple à programmer, pour autant qu'on réfléchisse à un invariant. Voilà, ça c'est le code. Ça c'est le code, ouais, parce que c'est que je donne cours à Charleroi aussi, et donc je l'ai déjà programmé avec eux il y a 2 jours. Mais... Voilà l'invariant qui était donné. Voilà. J'ai donné l'invariant. L'invariant, ah, je l'ai effacé. Ah, il est là. L'invariant, c'était que j'avais mis une boucle. Voilà comment c'était donné en fait. Donc, le code, je l'avais donné comme ça au quiz. Je l'ai donné comme ça. J'avais dit, vous me faites itération, okay, nombre de cartes. Et ce qu'il faut maintenir comme invariant, c'est que les plus grosses cartes sont triées à la fin du tas. Donc je dois m'arranger pour que ce soit vrai lorsque j'aurai iter plus 1. Okay, donc le code, c'est ça. Regardez. Ici, j'ai une première boucle qui va chercher la plus grande carte parmi les n-iter cartes. Donc à chaque fois, je compare les deux premières. Si la première est plus grande que la seconde, j'inverse le sommet. Sinon, je ne fais rien. Et puis, je mets derrière cette carte. Donc, à la fin, je me suis retrouvé là avec la plus grande carte, excepté les iter dernières, qui se trouve au sommet. Et puis, je mets simplement tout ce petit sous-tas qui est déjà trié, je le replace à l'arrière, sans me poser de questions. Vous voyez? Donc, c'est un algorithme, ça, qui est très simple à programmer, une fois qu'on a pensé à l'invariant. Et comme j'ai écrit l'invariant, je sais que mon programme est correct, si je le respecte. Ok?
OK? Donc voilà une question plutôt sympa qui vous montre qu'un algorithme compliqué peut être résolu pour autant qu'on ait un invariant propre qu'on cherche à maintenir pendant son programme. Okay? Bien sûr, à la fin, iter égale à n, et donc tout mon tas est trié. Je peux retourner mon tas. Quelle est la complexité de cet algorithme? Qui dit O de n? Qui dit θ de n? Qui dit O de n carré? Qui dit θ de n carré? Oui. Oui, oui, θ de n carré. Pourquoi? Parce que ici, clairement, n fois. Je ne vais pas y échapper. Okay? Et à l'intérieur, à chaque fois, c'est n-1. Chaque fois, je vais faire n-1, et puis n-2, puis n-3. Donc c'est de nouveau le même argument. Si vous redessinez ça visuellement, je peux le représenter là. Voilà. C'est toujours ce même argument que si jamais vous avez un rectangle, et que vous faites la première fois n, puis n-1, puis n-2, etc., vous allez vraiment colorier la moitié de la surface de votre rectangle. Et ça, ben, c'est n carré divisé en 2. Et donc ça, c'est bien θ quand même. Toujours le même argument. Alors, l'autre exercice que j'avais prévu de discuter avec vous, c'est un exercice que j'ai posé à l'examen du mois de juin, je pense, qui est un exercice sur les itérateurs. Et les itérateurs, c'est aussi quelque chose qu'on a appris dans la vidéo précédente. Donc, j'aurais aimé parler de cet exercice-là avec vous. Alors, les itérateurs. Je vais bien revenir. Je vais le faire complètement avec vous depuis zéro, ok? Donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est ça. Complètement le supprimer, comme ça on le fait complètement en live. J'ai un string, Toto. Vous pouvez lire ou bien c'est trop petit là dans le fond? C'est bon? Ouais. Donc j'ai un string Toto. Et j'aimerais bien écrire une boucle for qui est capable de passer chacune des lettres en revue dans ma boucle for. Okay? Comme vous le savez, les boucles for en Java sont capables de faire ça sur un objet qui implémente iterable. Mais le problème, c'est qu'un string n'implémente pas iterable. Okay? Donc je ne peux par exemple pas faire ça. Voilà, il met du rouge. Okay? Je ne peux pas utiliser, voilà, le message d'erreur, c'est la boucle for each n'est pas applicable sur string parce qu'il n'implémente pas iterable. Donc, je vais créer une petite classe qui, elle, va encapsuler mon string et qui va me permettre d'itérer sur chaque lettre, l'une à la suite de l'autre, du string. Ok? Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, ça c'est ma classe. Vous voyez, ma classe string iterable va implémenter iterable et elle va pouvoir être capable d'itérer sur chacun des caractères à la fin. Alors pour ça, il lui faut un petit constructeur. Je vais faire public string iterable. Et le constructeur va prendre juste le string ici en argument. Une petite variable d'instant. String test. Et je la stocke. Le constructeur ne fait rien d'autre ici. Par contre, j'implémente iterable. Qui se souvient de ce que je dois faire quand j'implémente iterable? Je dois fournir une méthode, et ça, regardez, il va me le faire. Je dois fournir une méthode qui doit me retourner un itérateur. Je clique, voilà. Hop, voilà. Et hop, je dois fournir un itérateur pour cette classe. Ok? Alors, un itérateur, plusieurs manières de le faire. Soit je fais une classe
interne, soit je fais une classe anonyme. Je peux faire la classe interne. Donc je fais une autre petite classe ici interne, itérateur. Je peux même la rendre privée. Ça pose pas de problème. Personne n'a besoin de la connaître en dehors tant que c'est un itérateur. Donc celle-là, ça va être un, on va l'appeler myIterator. Et elle va, c'est une classe dont Java va donner. Et elle va implémenter l'interface implements iterator. Elle va implémenter itérator sur des caractères. Il n'est pas content parce que voilà, itérator, si je clique, donc je fais commande-clic, vous voyez que vous vous souvenez, c'est le truc avec sNext, next et remove. Remove, je ne vais pas le faire. Je ne vais jamais remove. Par contre, il faut que je fasse sNext et next. Un itérateur, de quoi est-ce qu'il a besoin comme état? Il a besoin de savoir où il se situe pour le moment alors qu'il est en train d'itérer sur le string. Donc le but c'est d'itérer sur le string S. Donc l'idée c'est vraiment que si j'ai le string S qui vaut, je sais pas moi, je vais l'écrire ici. Toto, voilà. Chaque caractère a son petit. Je dois me souvenir où j'en suis. Okay. Donc s'il me fait next, ben je fais return de O. Je return de O. Et puis j'avance le petit pointeur et je vais jusque là. Okay. Donc ce petit next ici, je vais l'appeler la variable par exemple indice, index, et je vais l'introduire dans l'état de mon itérateur. Donc l'itérateur va avoir un indice, et je vais dire tout au début, je suis au début du string, index égale 0. Donc quand il me fait sNext, je vais dire qu'il reste des éléments si pour autant que index soit plus petit que s.next. Alors, première astuce. Vous voyez que ici je suis dans une classe privée interne et pourtant je fais référence à la classe S ici. Je fais référence à la variable d'instance S de la classe qui encapsule cette classe privée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une classe privée statique. Ça veut dire que son existence n'a de sens que par rapport à une instantiation de l'objet string iterable. Donc c'est pour ça que je peux ici faire référence à cela. J'aurais pu aussi décider de créer cette sous-classe comme étant statique. Si elle est statique, ça veut dire qu'elle peut avoir sa propre existence indépendamment de celle-ci. Okay. Donc dans ce cas-là, je ne peux pas faire référence à la variable S. Donc pour simplifier, ici, je ne la considère pas statique. Comme ça, je peux faire référence à la variable S, ce qui m'évite le fait de devoir créer un constructeur spécifique et de stocker encore la variable S à l'intérieur de mon itérateur. C'est inutile. Okay. Alors, pour ce qui est du next, c'est pas difficile, je vais faire S, point, et alors, vous voyez, on la complète, char et, c'est le caractère à l'indice index dans un string. Donc je fais ça, le caractère index. Le problème, c'est que si je fais ça, il n'a pas augmenté index. Okay. Donc je vais plutôt d'abord stocker le char, c'est. Et puis je vais faire un des plus égale 1. Et puis je vais retourner C. Voilà. Okay. Alors qu'est-ce que je fais ici? Là, je suis sur la méthode itérator du string iterable. Okay. Donc là, je dois retourner une instance de mon itérateur. Parce que ça veut dire que quelqu'un, par exemple, commence une boucle for sur cet objet-là, et là, je dois retourner une nouvelle instance qui aura son propre indice d'itération. Là, je dois retourner une nouvelle instance, je fais new myIterator,
Alors vous allez me dire, oui, mais ce constructeur-là n'existe pas. En fait, en Java, il y a toujours un constructeur par défaut. C'est un petit peu comme si vous aviez fait ici myIterator, un constructeur qui ne fait rien. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de le faire, c'est optionnel en Java. Un constructeur qui ne fait rien par défaut, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça va se faire comme ça. Ok? Alors, maintenant que j'ai fait ça, auto, itérable, je peux maintenant l'utiliser dans ma boucle for. Auto, itérable. Et qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir T, donc j'ai une double boucle for. La première fois que je vais passer, je vais voir T, T, puis TO, parce que celui-là avance, vous voyez, le deuxième itérateur. T, donc je vais voir T, puis TO, puis je vais voir T, TO. Ah, maintenant il a fini cette boucle-là. Il avance de 1 sur l'itérable ici. Donc maintenant, ça va être O. Et puis, il recommence son itération à l'intérieur de la boucle for ici. Et je vais recommencer la même chose. O, 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 etc. etc. Et donc, avec cette double boucle for, je vais en fait créer combien de fois un itérateur? À votre avis? Combien d'itérateurs est-ce que j'ai créé au total? Combien d'instances de ma classe itérateur est-ce que j'aurais créé au total? Qui se lance? Et puis on vérifiera. Qui dit 2? Qui dit 4? Qui dit 3? Qui dit 5? Ah, 5. Hein? Qui dit 6? 17? 5. Ok, 5. Les autres disent rien. Il y a beaucoup qui disent rien. On va compter. Comment est-ce qu'on compte? Est-ce que vous savez comment je peux compter le nombre de fois qu'une classe a été instanciée? Oui, vous avez une idée? Non? Je pensais que vous vouliez le doigt, mais c'est le jeu. Ça va. Comment est-ce qu'on compte? On va simplement créer une variable statique. Une variable statique, c'est une variable qui n'existe indépendamment de la classe. C'est ça l'intérêt des variables statiques. Donc je vais faire ici une variable statique. Ici, je vais la mettre là par exemple. Statique int n instance itérateur. Au début, ben, on va la mettre à guillemets 0. Donc, celle-là, à chaque fois que je vais créer un itérateur, ici, je vais faire n instance itérateur plus. Et à la fin, je peux calculer, je peux le montrer, je vais faire. Pour l'accéder, je vais directement, je fais ça. Hop. Et là, normalement, on doit avoir 5. J'écris itérateur n'importe comment, mais c'est 5 quand même. Vous voyez l'idée? Donc ça, c'est pour les itérateurs. Alors, ici, c'était un itérateur qui n'était pas trop délicat à faire parce qu'un string, je ne peux pas le modifier. Dans la vidéo, je vous ai montré qu'il y a des itérateurs qui sont un petit peu plus délicats, c'est-à-dire que c'est lorsque vous créez un itérateur sur une structure qui peut être modifiée alors qu'on est en train d'itérer dessus. Qui se souvient des deux stratégies dans ce cas-là on peut mettre en place? Comment? Oui, on peut lancer une exception. On peut lancer une exception, et l'exception, c'est quoi? Concurrent Modification Exception. Et ça, c'est la stratégie qu'on appelait fail-safe. Alors, cette stratégie-là, c'est parce que vous avez modifié la structure, et puis après, vous faites appel à l'itérateur qui était en train, lui, d'itérer sur la structure de données sur lesquelles par exemple, la liste que vous étiez en train d'implémenter.
comment est-ce que je peux détecter que la structure a été modifiée entre deux appels à des méthodes de mon itérateur? Il y a une stratégie très simple pour ça. Vous allez compter les opérations. Okay? Donc si vous avez une liste chaînée et qu'à chaque fois vous faites un add, vous pouvez compter le nombre de fois que vous avez appelé la méthode add. Okay? Vous avez deux compteurs. Et dans votre état de l'itérateur, vous allez stocker ici, au moment de la création d'itérateur, une espèce de photo du nombre d'opérations qui avaient déjà été faites sur la structure de données. Ensuite, lorsque vous appelez next ou hasNext, vous comparez la photo avec la réalité, d'où en est la structure de données. Et si jamais vous dites c'est différent, le nombre d'opérations ne correspond pas à celle qu'avait la structure au moment de la création de l'itérateur, vous renvoyez votre exception et de manière très élégante, vous retombez sur vos pattes en disant concurrent modification exception et c'est fini. Vous vous souvenez de ça? Ok. Créer des itérateurs sur les structures de données, c'est vraiment quelque chose de fort important que j'aimerais bien que vous sachiez faire pour l'examen, pour le quiz aussi. Savoir créer des itérateurs. Alors ici, j'ai créé une classe interne. Il y a une méthode plus simple, c'est faire une classe anonyme. La classe anonyme consiste à ne pas créer explicitement une classe, mais à faire new itérateur. Et là, vous allez créer une classe qui n'existera qu'une seule fois, si vous voulez. Comme ça. Hop! Et il complète tout pour vous. Et donc dans ce cas-là, vous allez directement tout faire là. Donc vous allez faire index, je vais recopier ce qu'il y avait dedans. Index là, hasNext, ça. Alors ça, c'est une classe anonyme. En fait, c'est une classe qui n'a été créée que pour une seule fois. Donc il n'y a jamais quelqu'un d'autre ne pourra l'instancier. C'est comme si vous avez créé cette classe et hop, vous la jetez directement. Mais elle a été créée. Okay, donc je crée une nouvelle instance d'un itérateur. Donc j'implémente ici l'interface itérateur. Et puis ici, je mets le code pour implémenter chacune des méthodes. Là, je dois mettre un petit point virgule. Et c'est fini. Ok? Donc ça, moi, je trouve que c'est une technique pas mal. C'est la classe anonyme pour créer l'itérateur. Une technique un peu différente. Okay? Ce qui est bien avec ça, c'est que vous protégez quand même votre code vachement, parce que vu que cette classe n'existe pas en dehors, vous êtes certain que quelqu'un ne va pas pouvoir aller y accéder ou la modifier. Et alors que si vous l'exposez dans un propre fichier .java, c'est plus de risque. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va parler de programmation orientée objet et de structure de données encore un petit peu plus élaborée, et ce sera avec mon collègue Sébastien Jodol.